sommes de retour avec la série de podcasts Transmettre un héritage. Une nouvelle fois en présence d'Edith Lajo, responsable legs et libéralité chez Vision du Monde. Bonjour Edith. Bonjour Kenza. Le sujet du jour est donc l'assurance vie. Peux-tu nous présenter en quelques mots son fonctionnement ? Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'aborde pas ici l'aspect fiscal très avantageux de l'assurance vie, qui est très complexe, car il est facteur de la date de souscription du contrat, de l'âge du souscripteur et de la date des versements. Quelques chiffres d'abord que nous indique l'INSEE. Si 74% des Français détiennent un livret A, seuls 41% détiennent une assurance vie. On trouve en troisième position le livret de développement durable et solidaire, détenu par 36% des Français. Plus précisément, l'INSEE indique que la détention d'un tel contrat augmente avec l'âge. 48,2% des ménages dont la personne de référence a plus de 70 ans détiennent au moins un produit de ce type, contre 22,1% pour les moins de 30 ans. Mais tout d'abord, je vous propose de commencer par ce que l'assurance vie n'est pas. Ce n'est pas une assurance décès. Il faut bien faire la distinction. L'assurance décès est une vraie assurance. On paye des primes mensuellement et lorsque survient l'aléa contre lequel on est assuré, c'est-à-dire le décès, il y a un versement d'un capital prévu au départ. Tandis que l'assurance vie, c'est tout à fait autre chose. C'est à la fois un instrument d'épargne et un instrument de transmission. Deux instruments puissants et adaptables. Pendant votre vie, vous épargnez à votre rythme. Vous versez de l'argent, de façon régulière ou pas, des sommes qui peuvent varier. Vous avez toute liberté. C'est une enveloppe d'épargne très adaptable. Vous pouvez y loger une épargne sécurisée et également prévoir des supports qui vont produire plus de rendement à long terme, mais qui ont un risque de perte en capital. Et tout au long de votre vie, vous pouvez retirer de l'argent en fonction de vos besoins, mais aussi améliorer votre retraite le moment venu dans des conditions fiscales intéressantes. À votre décès, c'est un outil de transmission. Et toute la puissance de l'outil de transmission réside dans la rédaction de la clause bénéficiaire. Il faut bien avoir en tête qu'en l'absence de désignation ou en cas d'ambiguïté dans cette désignation, les sommes seront réintégrées dans la succession. Concernant les ajouts de sommes d'argent ou les retraits, est-ce qu'il y a des limites de montant ? Non, pas du tout. C'est justement, vous pouvez par exemple, vous vendez un bien immobilier, vous ne voulez pas que la somme que vous avez encaissée reste sur votre compte bancaire, et je vous y engage, vous pouvez la verser sur votre assurance vie. Et est-ce que cette assurance concerne les propriétés ? On peut uniquement dans l'assurance vie verser de l'argent. Mais ensuite, quand on investit cet argent, je parlais tout à l'heure de l'enveloppe qui va permettre de chercher du rendement à long terme, on peut en effet investir sur des fonds immobiliers si on le souhaite. On peut investir sur toutes sortes de fonds. La rédaction de la clause bénéficiaire est une affaire de spécialiste. Lorsque vous souscrivez à une assurance vie, votre conseiller doit longuement vous interroger sur votre volonté de transmission. Puis il retranscrira cela en termes juridiques dans votre clause bénéficiaire. C'est pourquoi je vous recommande de refuser la clause standard « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers ». Car si c'est la répartition que vous souhaitez, il faut l'indiquer autrement en nommant vos enfants comme suit, l'ensemble de leurs prénoms indiqués à l'état civil, et tout cela pour éviter tout risque d'homonymie, leur date et lieu de naissance, leur adresse, leur numéro de téléphone portable, leur adresse mail. Mettez-vous à la place de l'assureur le jour où il devra mettre en œuvre votre clause bénéficiaire. Quelle indication va lui apporter « mes enfants » ? Autant le conjoint est obligatoirement désigné sur l'acte du décès, autant l'assureur n'a de moyens de savoir qui sont vos enfants, sauf si vous les avez précisément désignés dans votre clause bénéficiaire. Je voudrais également que nous nous arrêtions sur le conjoint. Si dans le langage courant, le conjoint désigne la personne avec laquelle vous vivez, en droit, le conjoint a une définition précise. C'est la personne avec laquelle vous êtes marié. Donc, si vous êtes pacsé, vous n'avez pas de conjoint. Si vous vivez avec le père ou la mère de vos enfants sans être marié, vous n'avez pas de conjoint. Mais attention à ne pas vouloir être trop précis. Ne pas écrire « mon conjoint, monsieur ou madame X ». Supposons que vous divorciez et que vous épousiez monsieur ou madame Y. 30 ans après, vous décédez. Monsieur ou madame X n'est plus votre conjoint.
Madame Y ou Monsieur Y n'est pas désigné. Que va-t-il se passer? Les capitaux ne pourront pas être distribués à votre veuf ou à votre veuve et ils le seront aux bénéficiaires de rang suivant. Même si ce n'est pas vous qui allez rédiger votre clause bénéficiaire, je vous propose quelques astuces à avoir en tête lorsque vous la relirez avant signature du contrat pour une bonne désignation du bénéficiaire. Alors tout d'abord, prévoir des bénéficiaires de rang 2, de rang 3. Ce sont les fameux bénéficiaires supplémentaires introduits par la mention à défaut. Envisagez également le prédécès des bénéficiaires désignés. Ma fille Sophie, vivante ou représentée. Ainsi, si sa fille décède avant ou en même temps que le souscripteur de l'assurance vie, les enfants de celle-ci pourront se partager les capitaux qui lui étaient destinés dans les mêmes conditions fiscales avantageuses. Assignez à chaque bénéficiaire la part qui lui revient. Mes enfants A et B par parts égales. En cas de prédécès de A, sa part revient au bénéficiaire de rang suivant. Alors que mes enfants A et B, en cas de prédécès de A, sa part revient à B. Dans ce cas-là, vous voyez, l'allocation des capitaux se fera différemment. Ensuite, la désignation du bénéficiaire dans le testament est à double tranchant. Elle était très pertinente à l'époque où les bénéficiaires pouvaient accepter de façon anticipée la clause bénéficiaire, ce qui bloquait toute modification ultérieure du contrat par le souscripteur. Ce n'est plus possible depuis la loi de décembre 2017. En revanche, si vous déposez votre clause bénéficiaire chez votre notaire, il faut vous assurer que celui-ci entreprendra bien toutes les démarches auprès du ou des assureurs à votre décès, car l'assureur aura sur le contrat le nom du notaire et non celui des bénéficiaires. Enfin, un peu d'actualité dont nous pouvons tirer un enseignement profitable. Un assureur avait perdu la clause bénéficiaire lors de sa modification. Au décès de la souscriptrice, sa fille a retrouvé la dernière clause dans les papiers de sa mère. L'assureur a refusé de l'appliquer. L'affaire a été portée devant le tribunal et la Cour de cassation a condamné l'assureur à verser la somme due avec intérêt au taux légal ainsi qu'une réparation pour préjudice moral. La morale de l'histoire, toujours conserver un double de tous vos échanges avec votre assureur. Merci beaucoup Edith, merci d'avoir partagé ton expertise avec nous. Au revoir. Au revoir Kenza.